Cette semaine sur le podcast, j'ai la chance de recevoir l'ancien plongeur olympique, 2 fois médaillé d'argent, Alexandre Despatie. On va évidemment parler de sa carrière de plongeur, de tout ce qui vient avec la pression d'être une star au Canada, de son après-carrière, de comment il se sent maintenant et de son futur évidemment. Alors, bonne écoute. Le podcast est commandité par 3 belles compagnies québécoises. Je vous les présente. Premièrement, ici, j'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle. Vous avez des boissons énergisantes ou des électrolytes. Ici, j'ai NIH Suppléments, une compagnie de suppléments naturels qui sont réputés pour les produits de sommeil, de stress et de digestion. Et ces 2 belles compagnies-là, tu peux te les procurer chez mon 3e commanditaire, Shop Santé, avec le code promo DOPA10 que tu peux utiliser sur le magasin en ligne ou au comptoir. Alors maintenant, on commence le podcast. Alexandre Despatie, bienvenue sur le podcast. Ça fait un couple de temps que je veux que tu viennes. On connaît beaucoup ta carrière du plongeur, mais aujourd'hui, on va parler de l'être humain. Puis la première fois, on a un projet en commun ensemble, Ego sans Ego. Ouais. Puis le premier Zoom qu'on a eu ensemble, j'ai comme senti une connexion à travers nos caméras. Il faut que tu viennes ici aujourd'hui, qu'on discute ensemble. Fait que bienvenue sur le podcast. Ben, je suis super content parce qu'en plus, ça fait longtemps, comme tu dis, qu'on essayait de se voir. Puis c'est la première fois, là, en personne. Oui, c'est vrai. Fait que on a eu quelques discussions, évidemment, à travers les ordis, mais c'est bien le fun d'être ici. Fait que là, aujourd'hui, un peu le nouveau thème du podcast, depuis que Kat a embarqué avec moi, c'est beaucoup parler du système nerveux, comment qu'on est avant et après, puis ces choses-là. Mais avant de commencer, pour quelqu'un qui est sûrement plus jeune que notre génération, peux-tu plus nous rappeler un peu qui que t'es, puis un peu ton parcours? Ouais, ben c'est drôle que tu dises ça parce que de plus en plus, je rencontre on peut dire des jeunes, là, genre autour de 20 ans, tu sais. Puis quand on fait le calcul, moi j'ai 40, je vais avoir 41 ans cet été, puis à 18, 17, 20 ans, était très très jeune pour la fin de ma carrière déjà, tu sais. Donc moi, je viens du monde du plongeon. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, l'été de mes 4 à 5 ans. Tout ça a commencé dans la piscine, dans le cours chez mes parents. Puis après, tu sais, moi puis ma soeur, Anouk, on allait faire du sport d'une façon ou d'une autre. Je viens d'une famille active. Mes parents se sont rencontrés sur un terrain de golf quand ils étaient jeunes. C'est des skieurs. Mon père fait énormément de vélo. Maman est très active aussi encore aujourd'hui. Et puis donc, c'était sûr que moi et ma soeur, on allait faire du sport. Évidemment, avec la piscine dans le cours, moi, avant de savoir nager, ma mère fallait qu'elle me sorte, puis je me pitchais en bas du tremplin. Donc, on fait 1+1, puis on a trouvé le meilleur endroit pour aller prendre des cours. Puis à partir de là, moi, c'était allé super rapidement. Visiblement, les entraîneurs du club de plongeon camo où j'ai commencé ont vu que j'avais des habiletés particulières, puis que je perdais un petit peu mon temps dans le groupe que j'étais à 5 ans. Et puis, je commençais à faire des compétitions à 6 ans, l'été d'après, tout de suite. Puis, au début, j'aimais pas ça compétitionner. C'était pas ça que je voulais faire. Mon corps réagissait d'une façon assez spéciale. Je m'en rappelle encore. Mais ça a changé très rapidement. Donc, puis là, bon, avec le travail, la bonne équipe d'entraîneurs déjà à très bas âge, je me suis développé assez rapidement. Puis le plongeon est un sport où, tu sais, oui, à 12-13 ans, puis 13 ans, ça a été les Jeux du Commonwealth pour moi qui ont été un petit peu une révélation, qui ont changé ma vie, tu sais, de plonger contre des hommes, puis tout ça. Le plongeon permet ça. Si tu as les capacités, les habiletés pour être de ce niveau, ben à bas âge, tu peux compétitionner avec les adultes. Contrairement à beaucoup de sports, tu sais, je pense oui au hockey, mais le ski alpin, faut que tu aies une maturité physique et une maturité pour faire ce type de sport-là. Donc, gagner les Jeux du Commonwealth à 13 ans, je pense encore aujourd'hui que je suis le plus jeune, tout sport confondu, à avoir gagné ces Jeux-là, qui m'ont amené à mes premiers Jeux olympiques en 2000 à Sydney. Je venais juste d'avoir 15 ans ces Jeux-là, donc ça a suivi... de 3 autres Jeux olympiques, 4 au total, 2 médailles d'argent, 3 fois champion du monde aussi. Donc, tu sais, ça a été une belle, longue carrière, beaucoup de grands moments, des moments aussi beaucoup plus difficiles, très difficiles. Donc, je pense que ça, c'est nécessaire aussi. Pas juste que ça va arriver, mais je pense que c'est très important dans le développement puis dans le parcours que ça aille pas tout le temps bien. Il faut se découvrir un peu là-dedans aussi, tu sais.
Donc, non, le sport m'a tout appris parce qu'aujourd'hui, je suis dans le monde des médias déjà depuis maintenant presque 14 ans, depuis que j'ai pris ma retraite du plongeon. Puis, c'est un milieu compétitif, c'est un milieu qui me donne encore les papillons dans le ventre, un peu que je ressentais pour le sport, mais que maintenant sont dans ma vie professionnelle. Ça reste un milieu où il faut être en constante évolution, il faut se développer, se perfectionner tout le temps. Même affaire dans le sport. Donc c'est ça. Toutes les valeurs, l'éthique de travail, travailler en équipe, travailler seul. Parce que bon, le plongeon, oui, c'est un sport individuel, mais il y a toujours une équipe quand même, que ce soit tes coéquipiers, on voyage ensemble, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble pratiquement. Donc tu apprends à travailler avec les autres. D'avoir des objectifs, tu sais, dans la vie, puis de savoir qu'il faut y travailler pour se rendre, puis qu'il n'y a rien qui va arriver gratuitement. Tout ça, le sport me l'a appris, le sport me l'a inculqué, puis moi, j'avance dans la vie avec ça comme motto, comme on dit en anglais un peu. Là tu parles que tu n'aimais pas la compétition quand tu as commencé. Ouais. Puis comment tu te sentais, justement, le thème du podcast, c'est comment tu te sentais par rapport à ça? Là, tu arrives à 13 ans au lieu du Commonwealth, tu es le plus jeune de la gang, puis tu as 4 ans plus vieux que moi. Enfin, j'avais 9 ans, là. Puis, je sais pas pour quelle raison, ça va toujours me rester en tête. Ah, tu t'en rappelles? Ah oui? T'étais tout petit, man. Puis, j'étais petit, puis je te trouvais petit. là, j'étais comme, oh, man. Puis, genre, même que je me rappelle du plongeon, je pense que pas mal tout le monde au Québec se rappelle de ce plongeon-là. Fait que toi, comme quand t'arrives là-bas, quand on parle de système nerveux, là, oui, t'es plus conscient que quand t'avais 13 ans, évidemment, mais comment tu te sentais? Est-ce que t'allais là, puis t'étais poussé par du monde ou par toi-même à vouloir gagner, ou t'étais un peu naïf, puis tu y allais pour le fun? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Ben, c'est justement, puis t'as touché le bon point dans le deuxième volet de ta question, c'est... J'avais pas la pression de performance. Parce que j'avais, oui, au Canada, bon, j'étais déjà à 12 ans, donc juste avant ces Jeux-là, champion national senior. Ce qui paraît bizarre, ça sonne bizarre, mais j'ai gagné les championnats canadiens seniors à la plateforme de 10 mètres déjà à 12 ans. Puis, à part de ça, internationalement, j'avais pas encore eu de résultats qui étaient vraiment importants ou significatifs. Donc, j'arrivais au jeu du Commonwealth, puis un peu comme c'était cute, tu sais, le petit gars à 13 ans, il s'est qualifié, puis tu sais, aujourd'hui, j'en vois des plongeurs-plongeuses de différents pays, des tout jeunes, puis la première impression, c'est « Ah, c'est cute », puis « Ah, full talentueux », mais Colin, qu'en ce moment, c'est beau à voir, tu sais. Puis c'était un peu ça. Il y a une chose qui est arrivée, mais qui n'a pas vraiment rien changé à comment je me sentais, c'est notre camp d'entraînement juste avant, on faisait des simulations de compétition, puis... j'ai arraché un score. On fait, notre coach nous donnait des notes et tout, donc on fait à peu près une vraie simulation. T'sais. Puis le score que j'ai fait était comme par 60 points plus que j'ai jamais fait de ma vie, mais dans une situation d'entraînement. C'est sûr que ça a sonné une cloche. Je pense plus pour mon coach que pour moi. Puis en arrivant à ces jeux-là, moi, c'était comme premier voyage outre-mer. Premier voyage de plus qu'une semaine loin de ma famille, de ma mère. Je m'ennuyais de ma mère après 2 semaines. Mon gars, tu sais, à 13 ans, en Malaisie, là, peut être sûr que tu as tout le choc culturel, tout ça. Fait que, tu sais, tout ça était nouveau pour moi. Compétition de ce calibre-là, des jeux multisports d'une envergure des Jeux du Commonwealth. Tu sais, c'est pas les Jeux du Québec ou les Jeux du Canada comme j'ai fait ici à la maison, qui sont beaucoup plus petits. Tu vis cette expérience-là, mais là, c'est énorme. Donc, il y avait cette innocence qui m'a beaucoup aidé dans cette compétition-là. De pas avoir d'attente. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, je m'en vais plonger. J'aime ça plonger. Tu sais, à cet âge-là, là, j'étais encore le petit gars là, qui, hey, on peut-tu plonger plus longtemps? Je peux-tu en faire d'autres? Je peux-tu arriver plus tôt? Tu sais, j'étais encore là-dedans, même rendu au jeu du Commonwealth. Puis, il y a même des images de ça. Je me souviens, avant la finale, tu sais, on attendait en ligne, évidemment, pour le réchauffement. Puis là, on s'était plus sûr avec un Australien, si je me souviens bien. C'était le tour à qui d'y aller. Puis c'est comme, on a fait roche, papier, ciseaux, tu sais. Puis, tu sais, c'était quand même une compétition internationale. Puis là, bah, OK, c'est moi qui ai gagné, j'y vais. Puis, fait que cette innocence-là m'a beaucoup aidé. Ce qui a fait que je me sentais juste un plongeon à la fois. Je fais mes trucs, je regarde pas ce qui se passe à côté. Finis par gagner. Tu sais, c'est comme...
Là, ça a fait un gros wow. Tu dis, on était petits, puis bon, plus jeune, mais on était petits physiquement, j'ai l'impression que toi aussi. Puis sur le podium, j'étais encore plus petit que les deux gars à côté de moi, mais j'étais sur la plus haute marche. C'est très drôle. Tu peux trouver une photo de ça aussi. Mais tu sais, après, les choses ont changé après très, très rapidement. Parce que là, partout ce que j'arrivais en compétition, là, il y a des attentes. Moi, je me suis créé énormément d'attentes aussi. Puis je fast-forward un petit peu, il y a eu une Coupe du Monde qui s'est passée pas longtemps après ça, début de l'année 99, donc quelques mois après ces Jeux du Commonwealth-là. Puis une Coupe du Monde comparativement aux Jeux du Commonwealth, là, tu as vraiment tous les pays, les Russes, les Chinois, les Américains, toutes des puissances, les Allemands, tu sais, beaucoup de pays européens qui sont pas du Commonwealth. Tu sais, là, c'était un vrai test mondial. Et puis, je me suis planté, mon gars, de façon magistrale. Puis ça aussi, je reviens à ce que je disais plus tôt, ça a été un émerveillement puis un moment clé dans ma carrière de me faire comprendre que, hey, mon homme, ça, c'est une épreuve que tu as gagnée, puis là, tu es dans le vrai monde, puis tu es avec les vrais de toute la planète, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, moi, c'était plus d'aller aux Olympiques, c'était plus un rêve, là, c'était un objectif, là. Puis il y en a qui s'en viennent l'année prochaine, puis c'est ça le but, là. C'est plus dans mes rêves d'aller au jeu, c'est rendu très, très possible. Donc, cette contre-performance-là a beaucoup défini comment moi je me préparais pour beaucoup d'épreuves à la suite d'un grand succès qui a été les Jeux du Commonwealth. Ben là, cette performance-là, est-ce que maintenant tu es capable d'identifier pourquoi que tu as raté cette compétition-là? Ouais. Est-ce que c'est parce que, tu sais, on s'entend, puis c'est la nature humaine, tu sais, t'as 13 ans, tu gagnes ça, là, comme tout le monde parle de toi, t'as de la pression, tu sais, puis ça met peut-être aussi pour toi-même de la pression de vouloir être bon pour ton pays, pour ta famille, pour tout le monde, pour tes entraîneurs, pour le programme. Ouais. Fait, es-tu capable d'identifier pourquoi? Il y a eu, tout ce que tu dis, évidemment, est devenu une partie de ce qui se passait dans ma tête, tu sais, dans ma prépa, tu sais, des choses auxquelles je pensais pas avant, maintenant, je commençais à y penser. Mais une autre chose, je pense, qui a été encore plus importante, c'était de plonger à côté des meilleurs au monde, puis de penser que j'étais là. J'étais rendu parce que j'ai gagné les Jeux du Commonwealth, ce qui était totalement faux. De ne plus penser à ma performance, mais de regarder tout ce qui se passe autour de moi, puis de voir les champions du monde, de voir mes idoles dans la même épreuve, plonger dans la même épreuve que tes idoles pour la première fois. Tu sais, le focus a complètement changé. Tu sais, je pense que dans chaque sport, ou dans tous les milieux, j'ai l'impression, tu sais, faut se concentrer, sur sa performance, son travail, sans se comparer, ou tu sais, il faut que tu fasses tes affaires. Puis là, j'ai perdu ça d'un jour à l'autre en étant avec les meilleurs au monde. Puis c'est ça, parce que je me suis entraîné la journée d'après, tu sais, mon coach a dit, hey, c'est pas journée de congé, là, on va aller à la piscine, on va plonger, puis écoute, j'ai un entraînement extraordinaire, tu sais, parce que là, plus de pression, puis c'était fini, puis contre-performance, parfait, mais là, ça m'a aidé à comprendre tout de suite, OK, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de penser à moi, je suis un peu fâché d'hier, puis je comprends là, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Fait que ça a beaucoup aidé à l'approche de d'autres compétitions par la suite, la suite de ma carrière, tu sais, c'est comme, je peux pas en pleine épreuve penser à qu'est-ce que les autres font. Tu sais, ma performance ne dépend pas de toi qui fais un excellent plongeon avant ou après moi. Faut que je me concentre sur moi, tu sais. Puis ça n'a pas été parfait tout le long de ma carrière, mais ça m'a beaucoup fait. Cette performance en particulier m'a éclairci sur le fait que, OK, il n'y a pas rien d'autre de ce à quoi je dois penser qui est ma performance à moi, mon travail, ma préparation, tout ce que moi j'ai fait. Tu sais, on dit souvent qu'en sport de haut niveau, les athlètes doivent être égoïstes un peu. Là, c'est ça. Tu sais, c'est comme, il y a juste à moi qu'il faut que je pense. Mais est-ce que tu peux attribuer ça au fait que maintenant que tu t'es mis de la pression, puis que indirectement, tu as de la pression de pas mal tout le monde autour de toi, même s'ils pensent qu'ils t'en donnent pas, mais ils t'en donnent pareil. Ouais. Est-ce que tu penses que tu avais un peu oublié d'avoir du plaisir? Parce que tu sais, tu
tu choques ce jour-là, mais le jour après, tu pratiques, puis t'es une superstar, mais là, t'as plus de pression, t'as personne qui te juge, puis t'as juste du plaisir, puis tu reviens à ce que t'aimes faire. Fait que penses-tu que les athlètes, puis c'est beaucoup ça qu'on fait avec Ego Sans Ego, de comme ramener le plaisir dans le sport. On n'est pas des robots, que ça soit moi sur le podcast, que ça soit dans qu'est-ce que je fais dans n'importe quoi, que ça soit toi, n'importe quoi, que il faut revenir au plaisir. Fait que penses-tu dans ta carrière, il y a eu des moments que t'as oublié d'avoir du plaisir? Oui, absolument. Tu sais, avec des grandes performances, puis le sport de très haute performance, comme ça, niveau olympique, Ligue nationale de hockey, NFL, peu importe, tous les plus hauts niveaux sportifs, ça vient avec oui, la pression extérieure, la pression qu'on se met nous-mêmes aussi. Puis tu sais, il y a toujours le petit commentaire cliché, là, il faut que tu t'amuses, il faut que tu aimes ton sport. Oui, j'ai toujours aimé mon sport. Il y a des moments où c'était plus difficile parce que, bon, je performais pas à la hauteur que moi je voulais, donc est-ce que j'aimais ça? Non. Moi, la drive de pourquoi je m'amusais dans le sport, c'était de savoir que j'en voulais toujours un peu plus. Puis quand ça arrivait, puis la performance arrivait, ben là, j'étais comme... Ça m'amusait beaucoup. Après ça, dans mon sport, de découvrir, tu sais, des épreuves où c'était une bataille avec quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, en plongeon, en fait, on plonge pas un contre l'autre, mais bien avec l'autre. Tu sais, dans le sens où, je le disais plutôt, je fais ma compétition, tu fais la tienne. Mais c'est facile de se perdre là-dedans, puis que ça devienne plus le fun, puis pourquoi lui est meilleur que moi, puis encore une fois dans la comparaison, puis tout ça. Mais j'ai toujours retrouvé, on dirait que des fois aussi dans la difficulté des épreuves, de certains moments, j'aimais ça, tu sais, me sortir de là, puis trouver le moyen d'aller faire cette performance-là quand les circonstances n'étaient pas idéales. Tu te lèves le matin, puis ça te tente pas aujourd'hui, ben bonne chance mon homme, parce que la compétition, elle va pas bouger pour toi, tu sais. Ça, j'aimais ça. Ça, c'est une façon pour moi dans laquelle je m'amusais, puis tu peux pas, par exemple, t'empêcher quand il y a quand même beaucoup d'enjeux. Oui, c'est ma carrière professionnelle, puis c'est devenu un peu une obsession pour moi de devenir le meilleur du monde. À bas âge, tu sais, quand j'ai gagné les Jeux du Commonwealth, puis ensuite 4e place aux Jeux olympiques, mes premiers, me battre contre mon idole pour une 3e place quasiment, tu peux pas t'empêcher de te mettre des objectifs encore plus grands tout le temps. En tout cas, je pense que c'est la majorité des athlètes qui sont faits comme ça. Puis c'est là de trouver l'équilibre, c'est là le challenge de garder ça le fun, de garder ça sain, mais ça arrive pas tout le temps, tu sais. Puis je pense qu'une fois que tu es conscient que cette fois-là, exemple, ou telle performance, ok, ma tête n'était pas là, puis je n'étais pas concentré sur les bonnes affaires. Mes 3e Jeux olympiques, par exemple, préliminaire, j'ai fini 9e, qualifie facilement, mais pas une bonne performance. Il y a un coach qui me connaissait très bien, un coach de l'Italie, qui est un ami, qui est venu me voir, il a dit, on dirait que tu plonges pas pour toi, tu sais. On dirait que tu essaies, je m'étais blessé juste avant les Jeux, puis j'étais là quand même. Puis il dit, moi, ce que je vois, c'est que tu essaies de convaincre tout le monde que tu es capable de plonger. C'est pour toi qu'il faut que tu plonges. Puis c'est là que, du jour au lendemain, parce qu'on a fait le préliminaire une journée, semi-finale et finale le lendemain, je me suis répété, là, puis pour de vrai, là, à voix haute des fois ou dans ma tête, probablement 5000 fois, tu sais, tu plonges pour toi. I'm diving for me, I'm diving for me. Je plonge pour moi, je suis ici pour moi. Puis j'ai retrouvé ce moment-là quand j'étais sur la planche où, hey, je sais ce que je suis en train de faire, j'ai travaillé pour ça, je suis prêt, c'est ici que je veux être dans cette situation-là de compétition aux Olympiques. Donc, c'est pas l'affaire la plus simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, de continuer de s'amuser, mais dans un niveau de performance si élevé, il y a toujours cette notion de sérieux, puis je veux pas dire pas le fun justement, tu sais, c'est de jumeler le sérieux avec, hey, je suis en train de faire la chose que j'aime le plus au monde, c'est plonger, puis de continuer de me prouver à moi-même que je peux être meilleur que je l'étais hier ou l'année d'avant, tu sais. Ben, tu sais, tu me dis comme quoi que ton obsession, c'est d'être le meilleur plongeur au monde. Peut-être versus être la meilleure version de soi-même en tant que plongeur. Ouais. Tant que tu as gagné médaille d'argent aux Olympiques. 2, c'est ça, 2? 2, ouais. C'est ça. C'est quoi le rapport entre, mettons, on va dire, Team Canada qui se combat par USA, mais tu as perdu à la finale ce match-là. Ils ont l'argent, ils sont pas contents. Toi, tu peux arriver à avoir la meilleure performance de ta vie, mais que lui, en haut de toi, a eu une meilleure performance que toi et gagné. Comment tu te sentais maintenant?
Est-ce que là, Alex est compétitif, était déçu de pas avoir l'or, ou rendu, tu disais, hey, j'ai fait tout ce que je pouvais, puis j'ai l'argent? Ouais, c'est une excellente question, puis ça, justement, au dernier jeu, on a parlé beaucoup, puisque bon, les deux équipes de hockey ont fini deuxième en prolongation. Les sports d'équipe, dans des tournois comme ça, malheureusement, tu ne gagnes pas la médaille d'argent, tu perds la médaille d'or. C'est un match que tu perds. Tu sais, hockey, curling, toutes ces choses-là, où tu finis 2 personnes, puis il y a un match de médaille de bronze, eux gagnent le bronze. Tu sais, il y a cette notion-là qui est différente. Moi, la deuxième médaille d'argent que j'ai eue, on était en Chine. Et la Chine est le pays le plus puissant. Ils l'ont toujours été depuis qu'ils sont sur la scène du plongeon. Et puis là, eux autres voulaient toutes des médailles d'or sur toutes les épreuves. Ils n'ont pas réussi grâce à un Australien qui a gagné la plateforme de 10 mètres, mais ils ont gagné toutes les autres épreuves. Le gars qui a fini devant moi, un Chinois, c'était sa journée. Il n'y avait rien et personne qui allait empêcher ça d'arriver. Moi, j'ai eu une performance extraordinaire, surtout dans les circonstances. Revenir d'un pied cassé 4 mois avant les Jeux. Fait que mon feeling après cette médaille d'argent-là, c'était comme wow! J'ai réussi à gagner la médaille d'argent avec la moitié d'un tic, je veux dire, minimum d'entraînement que j'ai pu faire. J'étais définitivement en déficit comparativement au reste de la planète. Fait que tu sais, même qu'il y a des situations où c'était de gagner la médaille de bronze. T'as eu une mauvaise performance, mais t'es revenu les 2-3 derniers plongeons pour te battre pour finir 3e sur le podium. Tu sais, donc c'est un sport, le plongeon, et je pense que la plupart des sports individuels, que c'est pas toujours la couleur d'une médaille, c'est pas tout le temps une médaille, même même pour quelqu'un qui était dans ma situation où chaque compétition à laquelle je faisais part, j'avais une chance de gagner. Pas d'être sur le podium, de gagner. Puis qu'il y a des journées où j'étais pas bien, ça me tentait pas, mais c'était là la compétition. Puis si aujourd'hui j'ai été capable d'enligner 6 plongeons de façon bonne, mais qu'aujourd'hui ça veut dire que je suis 3e ou 4e, tu sais, c'est sûr, je veux tout le temps gagner. L'athlète de haut niveau qui veut pas gagner, il est pas à bonne place, tu sais. Ben, tu sais, le meilleur exemple, c'est Kingsbury, tu sais. Sa première médaille d'argent, il aurait peut-être pu gagner, c'était égal, mais à cause d'une erreur qu'il a faite, puis tu le vois, puis tu sais, Kawhi a fait un clip là-dessus, qui lance ses skis, puis là, il y a du monde qui ont mal reçu ça, mais finalement, après l'entrevue, il a dit, hey, genre, je suis fier de moi, là, c'est juste que sur le coup, moi, dans ma tête, je suis tellement compétitif que quand je mets ma switch à off, puis moi, j'y vais. Mais c'est ça. Fait que c'est-tu parce que il se fait tellement donner de pression d'être performant comme que tu as pu avoir que là, maintenant, sur le coup, son premier instinct, c'est de pas être content d'avoir un médaille d'or, mais t'as l'argent. Fait que techniquement, égalité à la première place, au deuxième, dans tout le monde entier, on est 8 milliards, tu sais. Fait que c'est quoi un peu le rapport par rapport à ça? Écoute, je connais Mick, personnellement aussi, c'est un ami, tu sais, puis je sais comment il se sentait, premièrement. Puis surtout de la façon qu'il a fini 2e, tu sais, c'est la première fois de l'histoire qu'une médaille olympique se sépare par la 2e étape qui est les bosses, qui est sa spécialité. Donc, tu sais, je peux comprendre sa réaction. Tu sais, Mick aussi a été blessé à l'automne, donc revenait d'une situation qui était loin d'être idéale en termes d'entraînement et tout. Mais Mick, il n'y aura pas d'autre Mick dans l'histoire. Donc, il y a une raison pour ça, c'est que lui est affamé de victoire, il l'a toujours été, puis il a réécrit tous les livres, tous les records. Tu sais, sa médaille d'argent en soi était un record, parce qu'il n'y a personne d'autre skieur qui a gagné 4 médailles à 4 jeux différents dans toutes les épreuves de freestyle. Tu sais, d'une façon ou d'une autre, il réussit à faire un record, mais c'est dans l'ADN de vouloir gagner, tu sais. Donc, la réaction écoute, puis je l'ai entendu le dire en entrevue, il ne regrette pas, c'est, écoute, nos émotions, puis nos nerfs aussi, tu sais, c'est de ça qu'on parle. À un moment donné, il y a des choses qui se passent très rapidement, qui lancent ses skis. Je pense que c'est un moment dans une séquence d'événements qui ont fait, je viens de réaliser que tu peux pas être plus proche de gagner, tu sais. Puis le gars est tellement décoré, est tellement médaillé, est tellement, tu sais, puis premièrement, cette médaille d'argent-là va pas ternir absolument. Mais non. Au contraire, la carrière que Michael Kingsbury a eue, puis la légende que Michael Kingsbury va être pour le reste des temps, tu sais. Donc, moi, j'apprécie une portion de cette réaction-là parce que he cares. Tu
sais, puis même avec tout ce que tu as fait, tu vas encore gagner. Tu es là pour une raison, tu sais, tu veux gagner. Puis Mick était, encore une fois aussi, puis pour les quelques dernières courses qu'il va peut-être faire, toujours dans une situation où il peut gagner. Non, je trouve qu'il y a une portion de normalité dans une réaction comme ça quand tu finis deuxième. Puis tu sais, regarde, à la fin, avec un peu de recul, une respiration, tu sais, bon, il l'a dit lui-même, dans les circonstances, j'étais blessé, j'étais même pas sûr d'être au jeu, j'ai fini deuxième, puis après ça, j'ai gagné l'or. Tu sais, je veux dire, on essaie le plus possible, puis on en parle de plus en plus, puis c'est pour ça que nous autres, on est là, puis avec Ego sans Ego, ça fait partie de notre mission aussi, c'est d'essayer de réguler tout ça, mais il y a des moments où on veut, tu sais, on perd un petit peu le contrôle, idéalement pas trop longtemps, puis c'est exactement ce qui est arrivé pour Mick, puis je trouve pas que c'est mal ce qu'il a fait. Je pense qu'on a le droit comme athlète de tellement haut niveau comme ça, passer si proche. Puis on parle pas d'une médaille quelconque, là, c'est une médaille d'or olympique. Tu sais, puis mec, on s'entend, là, on peut argumenter là-dessus, mais c'est peut-être le plus grand athlète de l'histoire du Canada, là. Tu sais, tout ce qu'il a gagné, la domination. Même pas gêné de dire ça. Moi, tu sais, quand tu vois ça, fait que, tu sais. C'est inégalé dans aucun sport. Puis s'il était pas comme qui est, il aurait jamais eu ça. Fait que, le fait que tu sois compétitif, c'est une mauvaise chose quand que justement, on en parle souvent, c'est Ego sans Ego, qu'une demi-heure après, une heure après, tu peux admettre, OK, ben voilà. J'ai fait ça, j'ai pris une respiration, je suis fier de moi, mais sur le moment, je m'accorde le droit d'avoir été un peu frustré ou de libérer une petite colère, mettons. Puis j'ai beaucoup apprécié aussi ça, dans ses commentaires, dans comment il l'a expliqué aussi, il était pas fâché contre personne d'autre que la situation. Ça pouvait pas, tu sais, tu ne gagnes pas la médaille d'or par la plus petite des marges qui pouvait pas arriver. Tu sais, je veux dire, j'aurais de la misère à comprendre qu'on lui accorde pas cette seconde-là où ce que là, il dit « Ah ben tabarnak! » Tu sais, comme, ça se pouvais pas de passer aussi proche que ça. Donc tu sais, puis comme tu dis, tu sais, par la suite, très conscient de « Hey, j'ai pris une garde. » Ben content, tu sais. Les jeux sont un total succès, pareil, puis c'est très beau. Avec sa famille, son petit Henrik, tu sais, toute la combinaison de tout ça. Donc, non, tu peux pas enlever ça à un athlète de cette trame-là, de ce niveau-là, de vouloir gagner. Tu sais, puis de toujours poursuivre, puis être à la poursuite des plus hauts niveaux. Là, on fait un peu la comparaison un peu entre toi, le plongeur, et toi qui es rendu à la télévision. Tu as fait des Olympiques pour CBC en anglais. Tu es super bon en anglais en passant. C'est excellent pour vrai. Ben oui. Mais, puis tu sais, le clip qui a passé, qui était viral, c'est toi. C'est avec qui? Avec Phil Marquis. Phil Marquis. Puis que là, vous décrivez la descente de Michael, puis t'as quasiment l'air peut-être plus content que lui. Fait que toi, puis je sais que c'est vraiment toi, tu sais, en voulant décoter de même comme personne. Comment tu t'es senti, puis est-ce que tu t'es mis dans sa peau, puis c'est quoi ton niveau de fierté, puis ton ressenti quand que c'est arrivé, puis qu'il y a un gagné à la fin, la fierté? Écoute, tu m'en parles, puis j'ai encore des frissons de ce moment-là. Puis tu sais, pas à cause que c'est devenu viral, puis des 1,6 million de views, je sais pas, on est rendu où à ce point-ci. Tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est probablement la dernière, je sais pas. Mais moi puis Phil, on était dans notre petit cubicule de Toronto, on était pas à Milan, tu sais. Phil, c'est un ancien skieur acrobatique et maintenant coach, lui, sur l'équipe nationale, il est en charge du développement. Donc, tous les athlètes qui, essentiellement, sont aux Olympiques, en ce moment, Phil travaille avec eux d'une façon ou d'une autre. C'est son sport. Lui était aux Olympiques 2 fois. Tu sais, je veux dire, de vivre ça avec lui, c'était spécial. De vivre ça dans l'épreuve à Mick, qui est un super ami de Phil, c'était très spécial. Moi, je connais Mick. Il venait de gagner la médaille d'argent quelques jours avant. Donc, ce scénario-là, tu sais, du fait que, bon, on connaît Mick. Phil connaissait Mick. On a jasé. Il dit, hey, d'habitude, quand il finit deuxième dans la première épreuve d'un week-end de compétition, il gagne l'autre qui suit, tu sais. Chose est arrivée. Ensuite, nouvelle épreuve aux Jeux olympiques. Donc, moi, dans ma tête, connaissant Mick et la quantité de records qu'il a battu dans sa vie, j'étais comme pas mal sûr qu'il va vouloir étamper son nom sur ce record-là aussi, d'être le premier gagnant des duels aux Olympiques. Fait que dans la course, dans la finale, puis il y a eu, tu sais, ça c'était un build-up, hein, parce que t'as plusieurs courses avant de te rendre à la dernière. Puis Phil le disait,
il y a l'effet Mick. Les autres, là, à côté, là, quand Mick est là, il y a une aura autour de lui. Il y a quelque chose, ils le voient dans sa face, ils ont peur. Ça les fait faire des choses dans le duel que peut-être ils ne feraient pas normalement, ils veulent aller plus vite. Puis là, ils font des erreurs. Ça, c'est Mick qui impose sa présence. C'est arrivé aussi. C'est exactement ça qui est arrivé jusqu'à la fin. Puis nous, ben, on a eu le privilège de le vivre. Puis moi, tu sais, la fierté, parce que je reviens à ta question, c'est tu sais, genre, on aurait pu mieux écrire un scénario pour la fin de ses jeux, la fin de sa carrière olympique. Tu sais, justement, comme il disait, toute sa famille était là, famille et certains amis, tous les gens qui ont participé à son développement jusqu'à la fin étaient là. Puis tu sais, moi, je le vois plus, mettons, d'un œil interne, c'est... Nous, on est comme, ah ben oui, c'est le meilleur, et c'est sûr qu'il allait gagner. Non, c'est pas sûr qu'il allait gagner. Puis après avoir gagné une médaille d'argent, puis de pas avoir atteint cet objectif de médaille d'or dans la course individuelle, c'est pas sûr qu'il allait gagner. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu sais, plein de choses peuvent s'installer dans sa tête de doute. Et encore une fois, ça démontrait la force à tous les niveaux de Michael Kingsbury. Puis nous, de vivre ça, de voir la course évoluer, ça peut pas être plus sincère, la réaction. Tu sais, quand on a commencé les jeux, Phil c'était ses débuts là, dans ce type de job-là, tu sais, avec les médias. Puis il disait, hey, il va falloir que vraiment je pense à me retenir, pas trop comme m'énerver. J'ai dit, Phil, si toi tu t'énerves pas, c'est ton sport, c'est ton ami, c'est tes amis, c'est du monde avec qui tu côtoies tous les jours. Si toi tu t'énerves pas, là, ben, tout le monde ici à la maison qui regarde les jeux, on s'énervera pas, puis on va regarder la course, on va faire, ah ok. Fait que t'oublies ça tout de suite. Fait que nous, on s'est comme nourris l'un l'autre, puis on vivait un moment historique. Puis tu sais, ben moi, j'ai comme pas pensé à ça, mais dans 35 ans, là, quand on va regarder cette course-là, parce qu'on va la regarder pendant des décennies à suivre, tu sais, ça va être la voix de moi puis Phil qui est dessus pour la victoire, en tout cas chez les anglophones. Fait que tu sais, ça, on m'a fait réaliser ça, hey, tu fais partie de cette victoire historique-là d'une façon ou d'une autre. Fait que tu sais, puis je pensais pas à ça sur le moment, là, la fierté était pour Mick, puis la grandeur, à quel point c'est énorme ce qu'il a réussi à faire après une blessure, à tes derniers jeux. Il savait que c'est ses derniers jeux, tu sais. Tout ça, là, faut y penser, tu sais. Mettez ça dans la tête d'un athlète, là. T'as des limites, tu sais, c'est comme, ok, c'est la fin, c'est la dernière occasion pour faire quelque chose d'extraordinaire encore. La pesanteur que ça peut avoir, là, c'est incroyable, tu sais. Puis, de réussir à le faire sur le moment, dans la journée, tu sais, je veux dire, c'est indescriptible. Puis d'avoir fait partie de ça, tu sais, puis de loin, je trouve que c'était formidable. Puis de le vivre, parce que c'est ce qu'on voulait. Tu sais, tout le pays voulait ça. Ah ben oui. Le Canada n'avait pas encore de médaille d'or en plus. Tu sais, un autre petit volet. Tu sais, il l'a dit aussi, puis ça, je sais, je connais ce feeling-là quand c'est un peu plus lent, le début des jeux, mettons, puis c'est la pression. Les médailles, le pays gagne pas de médaille dans le village, là, pour les athlètes. Ça, là, ça se ressent, tu sais. Fait que Mick, étant comme le plus grand de tous les grands, penses-tu que lui, il pense pas à ça? Tu mets tout ça ensemble, là, ça démontre la force du gars, tu sais, de l'athlète, de la personne, au-delà du sportif, de dire, hey, dans ma tête, là, comme tac, 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 travailler avec son équipe pour être le mieux préparé possible pour des moments comme ça, qui sont les plus grands, les plus gros moments d'une carrière sportive. J'ai l'impression que des athlètes olympiques comme toi, comme Mick, il y en a plusieurs, que la population vous adopte. Non, mais tu sais, le monde vous aime, tu sais. Non, mais comment je veux dire, tu sais, comme le monde veut réellement vous gagner, c'est rare que vous vous faites tant critiquer que ça, versus des joueurs de hockey qui font 10 millions par année. Vous, ils savent que c'est pas aussi facile financièrement quand tu es un compétiteur pis tout. Comment tu te sens par rapport à ça? Puis comment ta famille se sent par rapport à ça? De juste être, hey, c'est quoi, partout où que je vais aller, le monde me connaisse, le monde me parle comme s'il me connaissait. Fait que là, je suis un peu occupé, je suis la loupe pis tout. Je sais que tu en as parlé avant, j'ai entendu parler de ça, mais comment ta soeur, comment ta famille ont pris ça justement, que tu sois mis sur un piédestal, puis qu'eux doivent vivre avec ça, disons? Écoute, ça a été... ça a commencé au jeu du Commonwealth. Il y a eu ce qu'on a très bien appelé un raz-de-marée médiatique, puis j'exagère pas, là, il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes au retour au Canada après cette compétition-là. Puis
ça a changé ma vie, évidemment, mais la vie de ma famille aussi, tu fais bien de le dire. Dans toute famille où tu as un des enfants, s'il y en a plusieurs, qui est surperformant, ça va affecter les autres. Après ça, il y a une job des parents de faire sentir aux autres enfants qu'il n'y a pas de priorité plus qu'un autre. On vous aime égal, tu sais. Fait que pour ma sœur, ça a été extrêmement difficile dans l'adolescence parce que l'attention était toujours vers moi. Tu sais, elle a une école de filles, et ses amis de filles parlaient hey, ton frère. Événement en amis de famille, ben Alexandre, tu sais, je veux dire, puis là, lui, il passe à la télé, puis quand on allait quelque part, puis c'est le plongeon d'Alex, puis c'est ça. C'est pas facile, tu sais, puis oui, c'est une histoire que j'ai contée publiquement, puis c'est un événement qui, moi, m'a fait réaliser des choses aussi par rapport à notre dynamique de famille à travers ce que moi, je faisais, qui était vouloir devenir le meilleur du monde, tu sais. C'est que ma sœur, à un moment donné, était à la maison avec ma mère, moi j'étais pas là. Maman entend en haut que bon la douche coule, puis tout ça, Anouk est où? Bon, on monte en haut, Anouk est assise à terre avec l'eau qui coule, puis elle en pleure. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle demande à ma mère, elle dit pourquoi vous m'avez pas fait comme lui? Pense 2 secondes, tu sais. Comme ça que ma sœur se sentait, parce que ça m'ébranle à chaque fois que je compte cette histoire-là. Comment que ma sœur s'est sentie par rapport à moi, tu sais, parce que moi, je voulais devenir le meilleur plongeur du monde, puis j'avais une seule vision, puis c'était ça. Puis que ma mère a eu la brillante réaction, puis qui est totalement vraie aussi. Anouk a dit, c'est lui qui est pas normal. C'est lui qui vit à 100 000 à l'heure, c'est lui qui fait des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est toi qui es normal dans tout ça, tu comprends? Puis Anouk... c'est pas drôle, mais c'est vrai pareil, que c'est anormal d'être comme c'est vrai, c'est totalement vrai. Fait que tu sais, la vivacité de maman, de trouver les bons mots au bon moment. Fait que tu sais, ça veut pas dire que tout s'est arrangé d'un coup. Tu sais, moi et ma soeur, on a eu une relation plus difficile ou plus distante, je devrais dire, jusqu'à peu près, tu sais, fin d'adolescence pour elle, donc elle est 2 ans plus vieille que moi. Tu sais, on se parlait pas beaucoup, puisque moi, j'allais pas changer de direction non plus, tu sais, j'étais un peu le mouton noir de ma famille. Eux autres, aujourd'hui, travaillent dans la même, ils ont une compagnie familiale, travaillent ensemble, tout ça, tu sais, puis ma soeur, elle travaille fort, elle est bonne dans ce qu'elle fait, puis tout ça, tu sais, elle a trouvé son chemin à elle, ça prend un peu plus de temps. Puis moi, j'allais pas, tu sais, changer ce que je voulais faire jusqu'à la journée où elle est venue me parler, quand tu vas, tout ça, puis tu sais, selon comment on échangeait ensemble, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que t'as à me demander, qu'est-ce que t'as besoin? Elle a dit, non, rien, tu sais, comme, comment tu vas? Puis depuis cette journée-là, elle avait quoi, 18 ans, elle va en avoir 43. On s'est jamais engueulé. On est proches, on s'appelle, on parle, tu sais, cette journée-là, ça a été comme, OK, on est rendu ailleurs, puis on avance ensemble, tu sais. Mais c'est très difficile, puis pour des parents qui vivent ça aussi, tu sais, mes parents ont été pitchés là-dedans aussi, là. Puis encore une fois, pour ma soeur, mais pour mes parents, moi, j'allais pas comme ralentir. Moi, j'avais un objectif que j'ai atteint, puis je voulais être le meilleur du monde, j'ai réussi. Mais ça revenait à ce que j'ai dit aussi plus tôt, l'égoïsme d'un athlète. C'est correct. Moi, je m'en vais là. Si vous voulez pas suivre, ben c'est correct. Avec ma soeur, elle a pas voulu suivre pendant un moment. Puis ensuite, ben, tu sais, je veux dire. Mais c'est très particulier. Tu sais, puis faut encourager l'enfant ou les enfants de la famille qui veulent performer, qui veulent être ou qui sont des surperformants. Puis on parle de sport, mais ça peut être dans n'importe quoi, là. Des ultra académiques, des ultra artistes, des ultra tout, là, tu sais. La ligne est fine pour la famille entre pousser, entre encourager. Ce qu'il faut faire, évidemment, tu sais. Donc, non, c'est une adaptation pour tout le monde qui a été causée par moi. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tous réussi à grandir ensemble là-dedans. Puis ça a bien tourné, mais je peux pas dire que ça a été facile tout le temps pour tout le monde. Puis il y a certainement, je suis sûr, des situations que je connais pas, qui n'ont pas voulu me parler, mes parents, ou peut-être entre eux autres aussi, parce que comme je dis, ça a touché tout le monde, cette affaire-là, pour nous. Fait que
on est chanceux que maintenant, dans ma nouvelle vie, c'est moins intense. Je suis encore dans l'œil du public de temps à autre aussi, mais on est une famille super proche, on l'a toujours été, on va toujours l'être. J'ai fait mon chemin. Je reste encore aujourd'hui le mouton noir de notre famille. C'est comme ça. Toi, personnellement, tu dis que ça fait 16 ans que tu as arrêté. 14, presque 14 ans. Excuse-moi, 14. Puis c'est plus pour voir que la réalité des athlètes, des fois, on pense que la vie est facile parce que, un joueur de hockey va vraiment faire de l'argent, on est olympien, blablabla. Mais, comment tu as été capable, quand ta carrière a fini, d'être quelqu'un qui est méga focus sur quelque chose, qui est méga discipliné, puis que, à l'œil du public, t'es une star. Fait que, du jour au lendemain, est-ce que tu as eu peur de l'oubli? Comment tu t'es senti? As-tu une transition plus difficile? En fait, moi, j'ai la chance. J'ai choisi le milieu des médias parce que, en fait, j'ai toujours adoré l'environnement d'un plateau de tournage, les communications. J'ai pas été beaucoup à l'école, mon envie. J'ai fini mon secondaire, j'ai commencé le cégep, mais là, ça tombait autour de l'année 2003-2004 où je suis devenu champion du monde pour une première fois et mes deuxièmes jeux arrivaient. Puis là, c'était comme business. Là, j'allais pour une médaille. Pour vrai, c'était pas de vivre les jeux comme la première fois puis voir c'est quoi. Donc, l'école, j'ai mis de côté. Donc, pour moi, attends, là, j'ai oublié le début de la question, rappelle-moi. Je m'en allais où avec ça? Je te disais par rapport à, comme tu finis ta carrière. Ah oui, la transition, c'est ça. La transition, c'est exact, oui, c'est ça. Oui. Excuse. Fait que, tu sais, quand j'ai eu fini de plonger, j'ai eu une offre à la télévision tout de suite. Puis c'était le milieu que j'ai choisi. Puis la partie, ça venait avec une performance, ça venait ça aussi. Je mentionné plus tôt, tu sais. Et donc, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, j'ai tout de suite eu un travail, un horaire fixe, une structure. Tu sais, lundi au vendredi, puis je me levais le matin à 3h30 parce que j'étais animateur d'un show du matin qui s'appelait Breakfast Television. Donc, j'ai pas vécu cette transition-là tout de suite parce que je passais d'une structure à l'autre instantanément. Ce travail-là a duré 2 ans et demi. Ensuite, j'ai vécu la première fois ou la première chose de ma vie qui a été le rejet, donc de me faire, on m'a clairé. Il n'y avait plus besoin de moi pour cette émission-là, pour des raisons X, peu importe. Là, ça a frappé. Là, j'ai comme eu un peu un vide, je suis devenu travailleur autonome, mais au début, quand tu deviens... Là, j'ai plus de structure, plus d'horaire pendant un bon moment. Tu compares à des athlètes professionnels qui, eux, se font souvent un très bon pad financier, sinon un extraordinaire. Ben pour nous, c'est pas comme ça. Moi, je peux pas dire j'ai bien gagné ma vie pendant que je plongeais, mais il va falloir que je travaille pour le reste de ma vie aussi. Et donc, moi, j'ai trouvé un milieu que j'aime, j'ai trouvé un milieu pour lequel je suis capable de travailler. Mais cette transition-là, puis je le dis tout le temps aux athlètes plus jeunes, c'est pendant que tu es dans ton sport qu'il faut que tu prépares la suite. Pas nécessairement savoir exactement ce que tu veux faire, à quel niveau, puis dans quoi, mais enligne-toi une coupe de porte, enligne-toi au moins une direction. Qu'est-ce que tu as envie de faire? T'sais? Ça veut-tu dire que tu vas retourner à l'école? Peut-être. Ça veut-tu dire que tu veux entrer dans la compagnie familiale aussi? Tu veux-tu faire les médias? Peut-être. Au moins que tu aies cette idée-là. Parce que la journée que tu prends ta retraite, jour 1 peut facilement tourner en semaine 1, mois 1 an, puis là, tu n'as rien fait. Tu as perdu tout ce temps-là parce que tu sais pas où que tu t'en vas. Puis c'est là que la dépression commence. C'est là que, tu sais, puis moi, bon, c'est sûr que les premières fois, hey, c'est mardi après-midi, j'appelle un chum, on va boire une bière. Il fait beau dehors, il n'y a pas de raison particulière, mais tu sais, là, les habitudes changent, moins de discipline de vie, moins de discipline de tout ça, tu sais, j'ai plus d'horaire, la prochaine job est dans 2 semaines ou dans 1 mois, ou peu importe. Ça, tu sais, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, ça m'a pris du temps. Je suis pas parfait non plus, tu sais, encore aujourd'hui. Fait que je comprends souvent parce que quand on est dans notre sport, on est là à 100%. On pense pas à la suite. Un peu comme, mettons, les blessures où, hey, regarde, ça fait déjà 20 quelques années que tu plonges, ton corps, tu y penses pas à tantôt. Non. En ce moment, je veux plonger. Je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse plonger là, maintenant. On pensera tantôt, rendu tantôt, mais pour le travail, pour la suite de ta vie, c'est la même chose, tu sais. Faut planifier ça, puis faut t'assurer de trouver quelque chose qui va te faire du bien dans la vie aussi, tu sais. Fait que
Je dis tout le temps ça, faut que tu prépares la suite pendant que tu es dans ton sport parce que le temps peut facilement devenir long. Puis de perdre cette éthique de vie-là, cette éthique d'organisation de ta vie. Parce que ça, souvent, quand on est dans le sport aussi, tout est fait pour nous autres. Là, tout est organisé. Puis, hey, tu t'en vas là à telle journée, telle place. Il déjà pour toi. Ah ouais, la bouffe est prête, ta chambre est nettoyée, tout. Non, tu sais, tout ça, là, après le sport, ben, c'est toi qui s'en occupe. Fait que faut préparer tout ça, puis garder en tout cas, se créer cette structure de vie-là qui est santé, mais dans tous les sens du mot, là, tu sais. Là, c'est quelque chose qu'on voulait parler ensemble. Tu fais partie des Go Sans Ego. Ouais. Mais tu as pris le programme de 4 parce que tu en avais besoin. Ouais. Fait qu'on est transparent là-dessus. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Parce qu'on sait que c'est, quand on parle du système nerveux dérégulé, on parle souvent des blessures. Souvent, ça arrive à l'enfance, ça va arriver un peu plus tard aussi. Là, comme t'es plus plongeur, t'as eu certaines situations, t'as fait rusher par ton affaire, tes visions, pis c'est pis ça. Fait toi, quel genre de problème ça t'a comme engendré après ça, puis comment t'as pu essayer de camoufler ça? Genre? Ben en fait, c'est... Tu sais, j'ai dit plus tôt, le sport m'a tout appris. Puis tu sais, quand j'ai parlé à Kat pour la première fois pour Ego Sans Ego, ce que j'aimais, c'est tu sais, c'est comme si j'ai un peu vécu les circonstances de travailler avec mon système nerveux sans le savoir. Il y a une chose que le sport m'a appris, moi, c'est on contrôle ce qu'on contrôle. Puis ça, maintenant, j'applique ça beaucoup parce que je vois beaucoup avec les athlètes d'aujourd'hui. Puis, encore une fois, je suis pas parfait. Des fois, je m'emporte pour des affaires que, finalement, ça sert à quoi? T'sais, ça a été une de mes forces pendant longtemps. Aujourd'hui, il pleut, puis on plonge dehors. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il pleut. Ben, on va tous plonger dans la pluie. Tu sais, de dépenser de l'énergie pour rien dans le sport, ça à très haut niveau surtout, puis dépendant du sport, tu as besoin de tous les milligrammes, millilitres, je sais pas quoi, de ton énergie. Puis quand je parlais à Kat, c'est comme, j'aime tout l'aspect d'être dans le moment et de pouvoir utiliser les outils qu'on a, tu sais, de dire, hey, aujourd'hui, regarde, mettons, on peut revenir à l'exemple de Kingsbury qui a lancé ses skis, tu sais, est-ce que un athlète qui vit quelque chose comme ça ou sur le moment, ou bien au travail, ou bien dans ta vie, peu importe, tu sais, dans une performance que tu veux faire, que ce soit dans ta ligue d'hockey-ball ou whatever, c'est juste cette seconde-là où tu dis, OK, attends, ça c'est en train de se passer. Ça, j'aime beaucoup. C'est un peu de, justement, prendre le contrôle de soi-même. Puis de pouvoir avancer comme ça, tu sais, parce qu'on essaie juste d'être bien dans notre peau. On veut être bien dans ce qu'on fait. On veut être bien pour les gens autour de nous aussi. Et puis, c'est ça qui m'a attiré beaucoup du programme. Puis je pense que l'expérience que j'ai eue dans le sport, l'expérience de vie que j'ai maintenant dans le monde des médias, qui est un milieu très difficile, justement, de me concentrer sur ce que moi, je suis capable de contrôler, ça va juste me rendre plus heureux, plus équilibré. Puis aussi dans ma vie physique, ma vie psychologique, oui, ma vie nerveuse, émotionnelle, d'avoir tous ces outils-là, puis pouvoir les mettre ensemble, puis de aussi pas le faire tout seul. Tu sais, comme c'est bien de savoir qu'on a une équipe, puis qu'il y a d'autres mondes qui vivent la même chose que toi, parce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui vit des affaires, ben dis-toi que t'es pas tout seul à vivre ça. Puis qu'il y en a des outils, puis il y en a des solutions, puis ça se peut, puis c'est non seulement très possible, mais ça va aller mieux. C'est juste de savoir comment réagir, puis ça, je trouve que le programme aide beaucoup, puis c'est différentes étapes, puis ça s'adapte à tout le monde, puis il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a pas de situation trop forte pour pas pouvoir réagir, puis ça, de pouvoir, le vivre moi-même, mais aussi de pouvoir encourager les gens qui cherchent une solution. Puis c'est d'essayer, tu sais. J'adore notre programme, c'est pas le seul dans le monde non plus, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs pour trouver son propre bonheur, son propre rythme, sa propre solution, tu sais. Puis je pense que d'essayer des différentes choses, c'est comme ça qu'on va trouver. Puis c'est bien, tu dis le mot contrôle, c'est quelque chose que je parle souvent à mes clients, à mon monde, souvent quand je suis au gym, je parle à tout le monde de ça.
que, moi, personnellement, je m'en cache pas, là, ça fait combien d'épisodes que j'en parle, là, que ça fait 3 ans et demi que je suis sobre, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est du contrôle de soi. Absolument. D'être capable de se contrôler, c'est la chose la plus importante, parce que le problème de beaucoup de gens, si on sont pas capables de se contrôler, ils prennent pas les outils pour être capables de contrôler certaines variables qui vont les rendre mieux. Que c'est sûr qu'on peut pas tout contrôler dans la vie, mais si t'es capable de comprendre ton corps, de comprendre ton système nerveux, de comprendre ton cœur, déjà là, une étape de fait. Puis là, toi, tu sais, comme moi je dis contrôle, oui. Puis toi, tu as un autre mot qui est hyper important, c'est la compréhension. Ouais. Parce que je pense qu'on se retrouve souvent dans des situations où on sent quelque chose, on vit quelque chose, mais on sait pas pourquoi ou ça vient d'où. On comprend pas. Puis tu sais, oui, contrôle de soi. Tu sais, moi aussi, je fais un choix de vie en ce moment, puis je bois pas, puis ça me fait du bien. Puis j'ai eu des phases où je buvais plus, pensais que j'étais bien, puis que tout était beau, mais comme tu réalises une fois que tu clarifies la tête, puis que tu sors du nuage, que tu vivais ta vie à 60%, genre, mais tu pensais que tu étais à 120, puis tout est beau, puis que tout le monde le sait sauf toi, dans le fond, tu sais. Tu sais, fait que tu le sais autant que moi. Fait que moi, je fais ce choix-là parce que dans mon travail, la personne que je suis, ma famille me le disent, mes collègues me le disent, mes amis me le disent, t'es pas la même personne quand t'es pas en consommation ou quoi, puis écoute, je suis bien, je le sais, je suis conscient de ça, je comprends qu'est-ce que mon corps vit en ce moment, tu sais. Puis je pense que le programme nous aide beaucoup à ça. Je suis content que tu dises le mot compréhension parce que de pas savoir, ça fait peur. Puis c'est là où on perd le contrôle parce que t'es dans le vide, tu sais. Tandis que si on a une idée de qu'est-ce qui se passe, ben on peut justement prendre le petit pas de recul pour dire OK, comment je réagis à ça? C'est ça que je suis en train de vivre. Puis j'ai tel outil pour calmer la situation puis avancer, tu sais, puis me sentir mieux. Fait que tu sais, tout ça mis ensemble, là, oui, c'est des éléments qui font qu'on on est juste bien, mieux dans bien des cas aussi, tu sais. Exactement. Puis quand tu parles de compréhension, tout part du système nerveux. Puis justement, avant j'en rencontre 4, j'avais aucune idée c'est quoi le système nerveux. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a 99,9% de la planète Terre qui sont pas conscients que leur système nerveux joue un rôle dans tout ce qu'ils font dans la vie. Et puis quand tu parles de compréhension, c'est de comprendre pourquoi tu as un point au ventre, que ton cou il brûle pour rien, physique, que tu te sens pas bien, c'est physique. Puis que ça, t'arrives, puis tu creuses à la racine de pourquoi je suis le même, mais souvent tu as des blessures attachées à l'enfance ou des situations de vie. Puis dès que tu comprends ça, ben tu peux au moins comme libérer puis monter vers le haut après. Puis aussi, c'est très important. Ben aussi, c'est de savoir que, tu sais, parce qu'on parle beaucoup, surtout dans le sport, bon, santé mentale, santé physique, on parle de plus en plus de santé émotionnelle aussi. Le système nerveux, tu sais, tout ça est un tout. Ça va ensemble, tout est interrelié. C'est comme une blessure, t'as mal dans le cou, ça veut pas dire que t'as mal là. Ta blessure est peut-être dans le bas de ton dos, dans ton épaule ou dans une côte. Mais tout est interrelié, puis ça va aussi pour tes émotions, ta santé mentale, ta santé physique, ton système nerveux. Fait encore une fois, la compréhension de tout ça, ça va juste aider à calmer les mauvais moments, les mauvaises périodes, puis de se sentir plus en contrôle de soi-même. Puis ça, c'est que du positif, tu sais. Yes, merci d'être venu. Dernière question, tu te vois où dans 5 ans prochainement? C'est quoi tes objectifs de vie, ton idéal? C'est quoi que tu veux dans ta vie? Ok, ça c'est une bonne question pour finir. Tu sais, j'adore ma job parce que j'aime les défis dans cette job-là aussi. J'aime les gens. Je suis quelqu'un qui adore travailler en équipe. Tu sais, quand on travaille sur un projet, que ce soit une émission, un événement ou une série d'émissions ou quoi que ce soit, je trippe sur ça. Mais on dirait qu'à ce point-ci de ma vie, tu sais, je suis dans une phase où je pense à moi, je prends soin de moi, je prends des décisions pour moi. C'est pas un genre de midlife crisis, mais comme on dirait que je peux me voir peut-être dans 5 ans être ailleurs, faire autre chose, essayer autre chose. J'ai pas de plan, je suis pas en train de dire que je m'en vais d'ici ou quoi que ce soit. Mais je fermerai pas la porte à essayer autre chose. Puis tu sais, totalement ailleurs, dans un autre pays peut-être. Mais pour l'instant, là, je suis bien, je veux continuer dans ce que je fais. Oui, on dit que bon, les médias conventionnels sont en voie de disparition, mais ça existe encore. Puis la façon que je vais pouvoir continuer à communiquer avec les gens, parce que comme je te dis, moi je suis un people's person. Je me retrouverai jamais derrière un bureau tout seul. J'ai besoin d'être
dans le monde. Donc, peu importe ce que ça va être, c'est certain que je vais être autour des gens pour avoir du fun, Colin. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on fait, c'est de rendre ça agréable puis de le rendre agréable pour tout le monde autour. Puis, c'est ce qui me fait avancer dans la vie. Yes, oui, merci Alex. Merci Phil. Je suis vraiment content qu'on travaille ensemble. Yes. On travaille ensemble pour ton programme Ouais. et dans le programme, Ouais. on va travailler ensemble pour vrai. T'es prêt avec moi? Oui, je suis prêt avec toi, c'est ça. Mais pour vrai, c'est un honneur, puis tu sais, on le sait tout par rapport au plongeon, qu'est-ce que ça fait dans ta vie. Mais l'être humain est encore une meilleure personne pour de vrai. Merci. Puis c'est quelque chose que je voulais faire depuis qu'on s'est parlé, ça fait 6 mois environ. Puis j'anticipais ce jour-là, puis c'est encore meilleur que je pensais. T'es fin, Fait que mon gars, merci beaucoup, t'es Yes, super sir. gentil. T'es super fin. Pour tout le monde qui sont encore là, j'ai mes 3 commanditaires évidemment, Shop Santé avec le code DOPA10 et chez Shop Santé, Yvonne, mon autre commanditaire, qui est Spark Energy, la boisson officielle du podcast, et aussi les produits NIH suppléments qui sont réputés pour les produits de digestion, de sommeil et de stress. Alors tu sais quoi faire. Ça marche, regardez-le, Colin. Non, je suis pas fait. Hey, pour vrai, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine, yes. Allez.